Bienvenue au Black Ink Podcast, un espace de discussion sur l'entrepreneuriat noir où nous allons aborder les opportunités à saisir pour l'émancipation économique de nos communautés. Partons ensemble à la rencontre de femmes et d'hommes noirs influentes provenant du milieu des affaires. Montez le volume, vivez l'expérience du Black Ink Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans le Black Ink Podcast. Mon nom à moi, c'est Carando Moret, votre hôte habituel. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper important, l'intelligence artificielle. À quel point l'intelligence artificielle peut nous propulser dans nos entreprises ou dans nos affaires. Puis aujourd'hui, j'ai avec moi comme co-host Frédélie, donc consultant en management et investisseur immobilier. Et on a aussi deux super invités avec nous qui va nous apprendre davantage par rapport à l'intelligence artificielle. Alors, il y a Isabelle. Allô? Oui, et il y a aussi Ramsley. Hey, what's up? What's up? Alors, avant même d'aller précisément dans l'intelligence artificielle, on aimerait savoir c'est quoi vos parcours. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous, comment vous avez fait pour arriver là où vous êtes présentement? On va commencer par toi, Isabelle. Oui, merci. Déjà, je suis très contente d'être là aujourd'hui. Donc, moi, je dirais que je suis quelqu'un qui est passionné d'impact. Donc, j'aime ça, apprendre des choses, créer des choses, avoir de l'impact. Et ça m'a amené à étudier d'abord en génie électrique pour mon bac, génie métallurgique pour ma maîtrise. J'ai travaillé en énergie renouvelable pendant quelques années. Okay. Puis, j'ai fait un gros focus sur l'analytique de données pour l'énergie renouvelable. C'était une époque où on commençait les modèles prédictifs, donc la maintenance avant que les problèmes se produisent. La prévention. C'est ça, exactement. Donc, j'ai travaillé beaucoup sur les modèles de données pour l'énergie éolienne. Ensuite, j'ai appris à fabriquer des cellules solaires. Ça, c'est le génie métallurgique. Et à un moment donné, j'ai eu le goût de faire un virage entrepreneurial. Donc, j'ai eu une première entreprise en intelligence artificielle pour l'économie circulaire. Puis, on aura certainement l'occasion d'en discuter un peu plus. Ça, c'est clair. On a fermé l'année dernière pendant la COVID. Oh. Avec cette entreprise, on a eu la chance de remporter plusieurs prix d'innovation. C'était une très belle aventure. On a fermé, puis j'ai parti une deuxième entreprise qui, elle, fait de la transformation numérique. Donc, aujourd'hui, je fais la transformation numérique avec mon entreprise, mais aussi de la transformation numérique pour une autre entreprise. Et là, on accompagne les grandes institutions puis les grandes PME dans leur processus de digitalisation. Et je suis quelqu'un de très impliqué aussi, entre autres implications, dont je suis plusieurs comités, puis j'ai particulièrement la chance d'être la marraine du mouvement Montréal et les filles et le code. Puis ça, c'est une initiative qui vise justement à intéresser les jeunes filles et les femmes à tout ce qui est métier technologique, incluant l'intelligence artificielle. C'est excellent, j'adore l'introduction, c'est vraiment génial. On t'attend là. Engagé. Moi, je suis là pour Isabelle en passant. Je dis là, moi j'ai vu son CV, j'ai fait OK, ça se passe. Mais non, simplement ça, mon nom c'est Ramsley Bryce. Je travaille comme product manager dans une startup qui s'appelle Clear Estate. À la base, j'ai étudié en finance. J'ai toujours été passionné par la technologie en même temps. J'ai fait quelques cours de computer science en même temps. Après avoir gradué, entre-temps aussi, j'ai travaillé dans une petite startup qui était une startup de trading financière. J'ai fini par être directeur de la startup où est-ce que le monde venait puis louait des trading stations pour trade des futures, stocks, options, tout ça. Ma job, c'était pendant que j'étais à l'université, puis un peu après, c'était vraiment juste de comprendre les softwares qu'ils utilisaient, de faire de l'apprentissage aux personnes qui utilisaient les softwares, de travailler avec les vendeurs et tout ça pour essayer de faire des deals, de créer des modèles d'affaires. Donc, je faisais ça pendant mes études et un peu après. Okay. Après ça, j'ai commencé à travailler en fait en consultation technologique. Donc, vraiment, je travaillais comme consultant pour faire de l'implémentation de logiciels, donc des gros softwares d'entreprise chez des compagnies. Okay. Après ça, donc, j'ai fait ça quelques années. Puis après ça, je me suis dit, je voulais retourner dans le monde des startups. Puis là, maintenant, je travaille dans une startup financière, donc de fintech, de financière et technologique. Et l'idée, en gros... C'est lequel? Ça s'appelle Clear Estate. Clear Estate. Donc, en fait, ce qu'ils font, c'est vraiment, grosso modo, là, donc c'est vraiment juste pour aider la succession. Donc, tout ce qui est wealth transfer, donc la transfert de richesse de génération en génération. Ça, c'est une autre conversation qui pourrait être super intéressante. Le reprenariat, on pourrait dire même. Ouais. Exactement. Donc là, moi, ce que je fais, en fait, je suis product manager. Donc, ce que je fais, c'est que je travaille avec les développeurs. Donc, j'essaie de créer le roadmap. C'est-à-dire que quand tu as une application, quand tu travailles sur une entreprise qui essaie de créer un produit,
Donc, c'est de comprendre qu'est-ce qui vient après, de comprendre qu'est-ce qu'on veut tester, de comprendre les nouveaux features, les nouveaux boutons, les nouvelles applications qui peuvent aider la compagnie. Puis moi, ma job, c'est vraiment de diriger tout ça, puis de faire en sorte que la vision de la compagnie, qu'on reste sur la vision de la compagnie, en fait. Donc, grosso modo, à part ça, j'ai un podcast, je suis impliqué dans différents trucs, puis je suis vraiment excité d'être là, guys. Genre, c'est cool ce que vous faites. Écoute, on est content de t'avoir également. Content de t'avoir. Exactement. Fun fact, on allait au secondaire ensemble, moi et Ramsey. C'est vrai. Ah, j'aime ça. Les gens se connaissent toujours. À chaque fois qu'ils arrivent, fun fact, on a été chiller ensemble hier. On a déjà été chiller ensemble aussi. You already know. Ouais. Yes. Si vous pourriez commencer par dire rapidement, c'est quoi l'intelligence artificielle pour ceux qui ne s'y connaissent pas? C'est une très bonne question. Puis, c'est une question qu'il faut se poser parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Puis, c'est ce que j'appelle un mot valise, un mot buzz. On met tout dedans. Puis, ça s'utilise à toutes les sauces. Puis, je pense que c'est vraiment important de revenir à la base. Et on n'aime pas trop quand je dis ça d'habitude, mais l'intelligence artificielle à la base, c'est de la mathématique avancée. Mettons, puis je ne sais pas si Ramsey sera d'accord avec moi, mais mettons, on a tous appris à résoudre une équation x égale à x plus 1 égale à 2, trouver x. On a tous appris à résoudre trouver x, je le trouvais jamais moi. C'est comme trouver Charlie, tu vois. Puis il y a des équations qui sont simples à résoudre. X plus 1 égale à 1, égale à 2, x égale à 1, facile. Il y en a qui sont plus difficiles à résoudre, qu'on ne peut pas résoudre directement par des méthodes analogiques. Donc souvent, on fait des proxys, on fait des méthodes numériques. Et l'intelligence artificielle, à la base, c'est une façon de résoudre des problèmes mathématiques. Puis la plupart des problèmes dans la vie, quels que soient les problèmes qu'on a dans la vie, c'est facile de les traduire en équations mathématiques et de les résoudre. Donc, c'est des techniques avancées pour résoudre les problèmes. Mais ça, c'est ce que c'est. Mais je pense que la meilleure façon de voir l'intelligence artificielle, c'est qu'est-ce que ça change dans la vie. Et il y a beaucoup de révolutions. Mettons, quand les ordinateurs sont arrivés, par exemple, puis je vous cite du contenu de Prediction Machine, c'est quand les ordinateurs sont arrivés, par exemple, on va se demander c'est quoi un ordinateur, puis on pourrait parler de la technologie pendant 1 milliard d'années. Mais la réalité, c'est que l'ordinateur a changé le coût du calcul. Avant, ça coûtait cher de faire des calculs. L'ordinateur, les processeurs, les téléphones ont fait que maintenant, c'est beaucoup plus facile de faire des calculs, fait qu'on fait des calculs à plus grande échelle, de plus en plus complexes. Et ce que l'intelligence artificielle change, c'est le coût de la prédiction. Donc, dans la vie, il y a plusieurs situations dans lesquelles on doit prédire des choses, dans des questions, dans des contextes où il y a de l'incertitude. Comme la météo, on doit prédire est-ce que je prends un parapluie ou pas, sachant qu'il pourrait pleuvoir ou pas. Donc, on est entouré de situations comme ça dans lesquelles on doit prédire. Puis ce que l'intelligence artificielle fait, c'est que ça baisse le coût de la prédiction. Donc, c'est beaucoup plus facile de prédire dans toutes sortes de situations. Et ça fait qu'on peut avoir de meilleures recommandations. Donc, il y a le modèle mathématique, mais surtout, il y a l'impact, ça baisse le coût de la prédiction. Puis j'aime vraiment le fait que tu as dit que c'est de la mathématique parce que, c'est un buzzword. L'intelligence artificielle, comme tu l'as dit, c'est un mot valise, c'est quelque chose que tout le monde... Mais dans toutes les sauces, c'est du marketing maintenant. Exactement. Puis on peut parler de comment peut-être que c'était overhype pendant quelques temps. Mais en gros, je pense que tu as super bien décrit ça. Puis peut-être pour ajouter, je pense que c'est de façon que moi je vulgarise l'intelligence artificielle, c'est vraiment lorsque dans la programmation, tu programmes quelque chose, ça veut dire que tu as un ordinateur, tu as n'importe quoi, c'est de la programmation qui dit comment le système devrait agir. Tu touches un bouton, quelque chose arrive. Donc, tu as une action A, tu as une réponse B. L'intelligence artificielle, c'est comment tu fais en sorte que des éléments de notre intuition ou de l'intelligence se fait dans le programme. Ça veut dire que je peux reprendre un de mes amis qui a utilisé un très bon exemple. Il est doctorant en AI, puis il disait, si tu joues à un jeu vidéo, quand tu attaques quelqu'un, ben le AI, si c'est lui qui a le bonhomme opposé, il va mettre son bouclier. Donc ça, c'est à la base. Si tu fais quelque chose, il y a une réaction. Il sait qu'est-ce qu'il doit faire s'il voit la réaction. Puis là, après ça, tu peux aller sur des étapes plus avancées et complexes, où est-ce que là, tranquillement, l'intelligence artificielle va créer une intuition parce que tu n'as même plus besoin nécessairement de lui dire quoi faire. Il va commencer à apprendre par lui-même. Donc, il y a plusieurs définitions. Mais à la base, effectivement, c'est de la mathématique, c'est de la résolution de données. Puis c'est aussi comment, tranquillement, qu'une logique se perpétue dans un programme, en fait. Puis ce que je comprends aussi, c'est qu'il faut avoir beaucoup de data. Il faut avoir les data avant même de penser à intégrer l'intelligence artificielle dans nos entreprises ou dans nos quotidiens. Parce que présentement, avec mon entreprise actuelle, c'est ce qu'on m'avait dit dès le départ. Il faut
du data. Si tu n'as Oui. pas de data, ça va être quasi impossible de faire quoi que ce soit. On va te donner quelque chose, mais il ne servira absolument à rien, en fait. Exactement. Fait que dans le fond, ouais. En fait, quand tu... Junk in, Ah. junk out. C'est Ouais. souvent ça qu'on dit en Ouais. termes d'intelligence Exact. artificielle. Exactement. Tu sais, la façon que tu t'en parles, c'est vraiment... J'aime beaucoup ça. Puis en plus, j'écoute une série sur Apple TV Mhm. qui s'appelle Fondation. Oh, j'attends de Puis- lire le livre. Là. Écoute, Ouais. sincèrement, c'est une série magnifique. Ça fait beaucoup penser. Puis Ouais. je regardais, c'était comme... c'est un peu fucked up ce qu'il raconte, mais Ouais. la façon que tu le dis, c'est quand même de l'intelligence artificielle aussi beaucoup. Puis je me demande à un moment donné, juste où on serait capable de prédire, qu'est-ce qu'on serait capable de prédire exactement, parce que l'intelligence artificielle a besoin de data. Ouais. Tous nos livres d'histoire, c'est du data. Ouais. Est-ce que vous croyez réellement qu'à un moment donné, quand on va arriver à tout intégrer tout ça, est-ce que vous croyez que l'intelligence artificielle pourra nous dire même quand on va finir par mourir en tant qu'humain ou quelque chose comme ça, quoi? Je sais que je dis peut-être n'importe quoi, mais juste où on est capable d'aller avec ça, en fait. Ben, si je peux commencer, en fait, je vais peut-être juste commencer par qu'est-ce que tu as dit au niveau des données. Parce que je pense aussi que l'intelligence artificielle, c'est un outil, mais c'est un peu plus dans la finalité de la chose. Ça veut dire que c'est plus à la fin que tu peux mettre de l'intelligence artificielle. Puis comme tu l'as dit dans les entreprises de notre communauté qu'on a, peut-être que faut commencer par le commencement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire avoir des données? Ça veut dire que est-ce que tu enregistres quand quelqu'un vient sur ton site Internet? Est-ce que tu enregistres des agissements? C'est un CRM. Exactement. Est-ce que quand tu as des actions, tu peux enregistrer l'information? Quand tu as un appel téléphonique avec un client, est-ce que tu enregistres cet appel-là? Donc, oui, effectivement, la partie données, c'est très important. À partir de données, un, il faut que tu en as. Deux, il faut qu'elles soient propres. À partir de ça, qu'est-ce que tu fais? Donc là, ça dépend vraiment de ce que tu veux aller comme objectif. Donc, et là, par rapport à ça, c'est disons que tu voudrais savoir est-ce qu'on pourrait prédire la fin du monde ou non. Puis, définitivement, Isabelle, sens-toi à l'aise de mettre, de nous mettre ton opinion. Mais en gros, l'idée, c'est que l'intelligence artificielle, tu as plusieurs niveaux, puis après ça, c'est des probabilités. Maintenant, la question, c'est que quand tu fais quelque chose, tu as besoin de data, mais tu as besoin de un peu expliquer qu'est-ce que tu veux prédire ou qu'est-ce que tu veux avoir comme résultat. Si c'est ça ton résultat, ben à ce moment-là, il faut que ton algorithme puisse apprendre par rapport à ce qui était avant pour essayer d'arriver à ce résultat-là. Donc, la difficulté avec ça, c'est que s'il n'y a pas de chaîne de cohésion complète, donc si ce n'est pas logique, ben, tu ne pourras pas arriver à ta réponse. Ou tu auras des réponses bizarres, quoi. Exactement. Donc, junk in, junk out. Donc, je dirais que déjà là, la donnée, c'est ce qui est important. Puis après ça, là, tu peux aller dans les autres étapes suivantes. OK. Super intéressant. Et j'ajouterais peut-être que ça dépend de quelle application d'intelligence artificielle on parle. Parce que, encore, comme on disait tantôt, c'est vraiment un mot valise. Puis il n'y a pas une intelligence artificielle. Il y a de l'intelligence artificielle pour une application particulière. Il y a des applications pour lesquelles on a besoin de collecter des données. Il y a des applications pour lesquelles tu dois juste peut-être utiliser des données du code qui est déjà développé. Comme je prends l'exemple, par exemple, de la reconnaissance d'objets. Donc, moi, dans la start-up qu'on avait, donc la start-up, on faisait c'était une plateforme sur laquelle les gens pouvaient acheter de l'équipement industriel usagé, donc réutiliser de l'équipement industriel. Puis, un des défis de ceux qui vendent l'équipement industriel, c'est que c'est beaucoup d'équipements, puis c'est long d'identifier l'équipement, d'écrire les caractéristiques, un peu comme ce Kijiji. Quand tu veux vendre de quoi ce Kijiji, il faut que tu fasses une description puis que tu communiques avec tout le monde. Puis nous autres, ce qu'on leur proposait, c'était de prendre une photo de leur équipement. Puis il y avait une détection automatique, une reconnaissance de ce que c'était, générer automatiquement le texte de description, mettre l'équipement en ligne, puis anticiper qui pourrait avoir besoin de ça sur la base de qui a acheté quoi dans les dernières années. Donc pour un modèle comme ça, mettons pour la partie reconnaissance d'objets, je n'ai pas besoin d'avoir des données de 1 milliard d'objets. Google Lens, c'est une application avec laquelle tu peux communiquer. Lui, il a déjà entraîné son intelligence artificielle. Puis toi, tu peux juste intégrer ce module dans ton processus. Donc, apprendre à détecter automatiquement des objets sans avoir besoin des data pour faire tout l'entraînement derrière. Même chose pour la génération de textes automatiques, donc de langage automatique. On voit beaucoup ça sur Facebook maintenant. Quand il y a une photo, Facebook te propose une description de la photo, mais ça, c'est des données, c'est des algorithmes qui ont déjà été entraînés sur des données où toi, tu n'auras pas besoin de refaire l'entraînement. Right? Donc, c'est que ça dépend de l'intelligence artificielle dont on parle, mais c'est sûr que ça prend beaucoup de données, comme Ramsley disait,
Juste un exemple, comme l'intelligence artificielle qui permet de reconnaître les nombres de 0 à 9. C'est plusieurs milliers de photos, de chiffres, de 0 à 9 que ça a pris pour l'entraîner. Puis c'est juste de 0 à 9. Nous, c'est plus intuitif, on le fait pendant qu'on apprend. Et peut-être c'est là qui rend difficile la réponse à ta question. Est-ce que l'intelligence artificielle, une fois qu'on aura toutes les données, est-ce que ce sera capable de tout faire? Donc, l'enjeu, c'est qu'il n'y a personne qui sait comment les choses fonctionnent en réalité. Comment tu fais pour apprendre, c'est un mystère. Fait qu'on s'en approche et c'est pour ça que l'intelligence artificielle est populaire maintenant parce qu'il y a comme des nouvelles techniques qui permettent de résoudre de nouveaux problèmes. Mais on n'est pas encore rendu au point où on sait absolument comment les choses fonctionnent. Fait que je ne sais pas si en ayant toutes les données de la Terre, et on a vraiment beaucoup de données maintenant avec tout ce qu'on donne comme information. Oui, absolument. Puis ça génère davantage aussi pour les grandes startups qu'on connaît de nous. Mais startups ne sont plus des startups. En fait. Effectivement. Exactement. Mais vous, en fait, vous avez été précurseur, vous avez décidé de participer au changement. Mais typiquement, dans la communauté, il y a énormément d'organismes qui sont là juste pour encourager les gens de la communauté à rentrer dans l'intelligence artificielle. Puis est-ce que vous pourriez parler de pourquoi on est réticent à rentrer là-dedans ou juste faire un programme là-dedans? Combien de jours j'ai pour en parler? On doit juste finir pendant ce podcast. Est-ce que tu veux commencer, Ramsey? Peut-être, ouais, peut-être. Puis je vais commencer, puis comme ça, tu prends renchéreur parce que je pense que tu as tellement d'informations aussi avec ton application dans les OBNL. Mais je pense qu'il y a plusieurs points. Tu sais, le premier point, c'est, par exemple, on entend souvent « Ah, mais l'algèbre, ça sert à quoi dans la vie? » C'est vrai. Simplement. Tu vois, je fais un cours de maths. Moi, genre, je suis bon en maths, mais ça va me servir à quoi? C'est ça. Pythagore, là, ça va pas me servir après le secondaire. Est-ce que c'est lui qui a découvert tout ça aussi? Exactement. Comme j'ai appris à compter, mais après ça, moi, j'ai besoin de compter peut-être, genre, je sais pas, ma cote de crédit, puis c'est tout. Mais, tu sais, comme Isabelle l'a dit au très début, tout le monde que je connais qui est en intelligence artificielle ou qui est en data science, c'est quoi qu'ils avaient en commun? Ils étaient très bons en mathématiques. Puis après ça, l'idée, c'est que, OK, quand tu es bon en mathématiques, c'est quoi les opportunités qui s'ouvrent? Peut-être que nous, dans notre communauté, qu'est-ce qu'on a besoin? Pas trop de comptabilité, quoi. Comptabilité, peut-être qu'on va dire actuariat. Peut-être. Mais personne ne va dire, oh, tu pourrais peut-être aller en data science, right? Peut-être que tu pourrais aller en AI. Peut-être que tu pourrais aller en computer science. Donc, je pense que là, de un, il y a un manque au niveau de l'opportunité qui se présente à quelqu'un qui serait peut-être gifted ou qui serait talentueux en mathématiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que effectivement, il y a déjà beaucoup d'informations qui sont déjà là. Il y a beaucoup de programmes qui existent déjà. Donc, que ce soit Google, que ce soit des Facebook, que ce soit quelque chose comme TensorFlow, des applications qui sont déjà faites présentement, qui sont fonctionnelles. Puis l'idée avec ça, c'est que est-ce qu'à ce moment-là, tu peux juste l'utiliser, puis de quelle façon? Donc là aussi, il y a peut-être un manque d'informations par rapport aux applications qui sont déjà présentes. Ouais, absolument. Parce que l'idée, c'est que tu n'as pas besoin de réinventer la roue. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est très technique. C'est quelque chose que, si tu n'as pas utilisé là-dedans, si tu n'as pas une maîtrise, peut-être un doctorat, ou si tu n'es pas dans le bain, tu ne peut-être comprends pas comment ça marche. Parce que c'est un milieu très académique. Effectivement. Présentement, surtout, hein? Présentement, surtout. Parce que tout est on est en train d'apprendre tout, puis... Exactement. Ouais, tu vois? Exactement. Puis un autre truc aussi, c'est que comme Isabelle l'a dit aussi, effectivement, c'est qu'on ne comprend pas exactement comment notre cerveau fonctionne. Donc là, avec le temps, avec les études, ben là, tranquillement, on comprend. Puis après ça, ces applications-là deviennent commercialisées, puis là, ils peuvent être utilisés. Donc, je pense qu'effectivement, à ce moment-là, il y a peut-être un manque de connaissance de ce qui existe déjà. Et là, par rapport à ça, ce que ça fait en sorte, c'est que quand ensemble dans notre communauté, on va valoriser ce genre de position. Étudier en maths, tu parles d'intelligence artificielle. Après ça, OK, comprendre qu'est-ce qui existe déjà, puis comment ça s'applique à nous. Là, je pense que là, effectivement, il y aura une plus grosse acceptation, une plus grosse adoption vraiment de ces services-là. Puis c'est là vraiment qu'on va pouvoir avoir vraiment beaucoup d'avancement. Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je pense que un des enjeux de l'intelligence artificielle, c'est qu'on en parle de façon très générale. Mais il y a plusieurs, comme tu l'as bien mentionné, il y a plusieurs aspects, plusieurs rôles à jouer dans l'intelligence artificielle. Donc, les recherches dans l'intelligence artificielle datent de vraiment beaucoup d'années. Ce n'est pas quelque chose qui commence maintenant. Puis, il y a un rôle à jouer au niveau de la recherche fondamentale, pour commencer. Est-ce que tu veux peut-être expliquer un peu pour les gens qui ne savent pas la recherche fondamentale? La recherche fondamentale, c'est comme Ramsey expliquait justement, c'est les gens qui créent le savoir, qui créent les algorithmes,
qui créent les façons de faire. Et beaucoup, ça c'est où tu prends les mathématiciens, les gens, des programmeurs avancés. Eux, on a besoin d'eux au niveau de la recherche fondamentale pour faire de la différence aussi, parce que dans la recherche, on a besoin d'inclusivité. Tu sais, l'AI, une des choses que l'intelligence artificielle fait, c'est que ça généralise et ça automatise notre façon de faire. Puis si on a des façons de faire qui sont biaisées, on les automatise, puis on les applique à grande échelle. Donc, on a besoin des gens en recherche fondamentale. Ça, c'est la première chose. On a besoin de gens en intégration. On parlait des entrepreneurs, par exemple. Moi, je sais programmer, j'ai codé, mais je ne fais pas de la recherche fondamentale en intelligence artificielle. Par contre, je suis capable de comprendre ces cas et de savoir comment le transformer en modèle d'affaires pour ma compagnie. Donc, on a besoin de gens qui sont des intégrateurs de solutions d'intelligence artificielle. On a aussi besoin de gens qui sont des vulgarisateurs d'intelligence artificielle. Absolument. Et tout ça a des rôles pour faire de la awareness, pour que les gens soient au courant justement de ce qui se passe. Et ça doit commencer vraiment tôt. Et on doit exposer les jeunes très tôt à ce qui se passe, mais juste, pas nécessairement au niveau de la recherche, mais juste à comprendre leur environnement. À savoir que quand tu es sur ton téléphone, quelque chose de vraiment excellent. Pourquoi le iPhone a eu le buzz qu'il a eu quand il est sorti? C'est juste à cause du clavier. Parce qu'avant, les téléphones intelligents sur des petits écrans, intégrer un clavier était vraiment compliqué. Apple, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont intégré, dès l'époque de l'intelligence artificielle dans le clavier, pour prédire les touches que tu allais taper. Ça fait que ça augmente la zone de sensibilité de la touche et ça rend plus facile de taper sur ton clavier. Mais toi, quand tu as commencé à utiliser ton iPhone, tu ne savais pas qu'il y a de l'intelligence artificielle dedans. Non, pas du tout. Qui a fait le breakout pour eux. Right? C'est juste... Avant même que ça devienne aussi populaire, Non, je veux dire. Mais on utilise l'intelligence artificielle depuis vraiment beaucoup d'années. Moi, quand je faisais mon bac, je ne vais pas vous dire en quelle année, je travaillais sur de la détection automatique, la reconnaissance automatique de face, de visage dans mon laboratoire. Puis, il y avait plusieurs techniques et une des techniques, c'était de l'intelligence artificielle, les modèles de neurones, les réseaux de neurones. Mais c'était il y a longtemps. Puis ça, ça avait déjà été commencé dans les années 60. Comme ça fait vraiment longtemps qu'on travaille dessus. Mais c'est que je pense que avant de se rendre dans l'intelligence artificielle poussée, il faut qu'on intéresse nos jeunes ou tout le monde à comprendre ce qu'il y a autour de nous, comment la technologie s'intègre dans nos vies. Et juste en comprenant ça, je connais pas beaucoup de jeunes qui s'en vont spontanément dans les musées de sciences, les musées de technologie, des expositions. Comme il y a tellement d'organismes à Montréal qui sont focusés pour transmettre le savoir aux gens. Mais c'est souvent des choses qu'on n'a pas le temps de faire. Puis ça, c'est dommage. Donc, il y a beaucoup d'organismes qui s'occupent de l'intelligence artificielle pour les communautés noires, mais je pense que souvent, on traite le problème de façon trop générale. On a besoin d'actions spécifiques pour des cibles spécifiques. Recherche fondamentale, entre autres. Exactement. Puis je pense que peut-être ça va accélérer un peu plus ce processus. Ben, j'ai comme deux exemples par rapport à ça, à deux choses que tu disais qui montrent vraiment concrètement comment l'intelligence artificielle est un peu comme présente dans nos vies. C'est une des applications que je trouve vraiment les plus crazy, puis je dis ça en tant que product manager, donc je regarde souvent les produits puis comment ils sont faits, c'est Spotify. Right? À la fin de l'année, vous avez toujours votre 2021 Year Wrapped, puis vous dites qu'est-ce que vous écoutez. Moi, je l'écoute en boucle là maintenant. Je l'écoute en boucle là. Exactement. Puis tu finis ta playlist, qu'est-ce qui arrive? Ben là, ils savent qu'est-ce que tu vas aimer. Right? Ils vont te dire, OK, tu fais ta playlist ici. Oh, suggestion, écoute ça. Suggestion, écoute ça. Puis là, ils disent, tu sais quoi, c'est une nouvelle artiste que tu n'as jamais écouté, elle a sorti un nouvel album. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables de déceler ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Donc ça, c'est des trucs que nous, on utilise tous les jours, mais qu'on ne pense pas que c'est de l'intelligence artificielle. On ne pense pas que c'est des données que toi, quand tu utilises ton téléphone... Je leur ai donné pour qu'ils puissent me donner davantage aussi. Exactement. Puis ce que ça fait, c'est que ça agrémente ton expérience, mais en même temps, tu dis ça à un kid, tu es comme, écoute, genre, est-ce que tu serais en mesure de créer... Si ton père vient te voir et dit, écoute, j'ai ces 4 vinyles-là, 4 vinyles, je sais pas, un compas, un Charles Aznavour, un je sais pas qui, un je sais pas quoi. Est-ce que tu peux déceler c'est quoi que ton père aimerait la prochaine fois? Tu donnes ça comme défi à un kid. Tu penses pas qu'il serait intéressé de voir comment ça marcherait? Absolument. Exactement. C'est une excellente façon de vulgariser ça. Exactement. Un autre exemple, par contre, par rapport aux billets, right? Il y a quelques années, Google, en fait, ils avaient... Je sais pas si vous avez déjà vu si vous avez un Google Phone, parce que je sais que beaucoup de monde a un iPhone, mais j'ai un Google Phone. On dirait que tu caches ton téléphone. Non, c'est ça, mais écoute, people think I'm a second-rate citizen, mais en tout cas. Mais par exemple, tu peux chercher, maintenant tu peux chercher quelqu'un, ou tu peux chercher une place, right? C'est-à-dire tu peux chercher un building, tu peux chercher un oiseau, ils vont avoir tes photos, toutes les photos d'oiseaux, ils vont te les sortir.
OK? Mais là, à un certain point, qu'est-ce qui arrivait? C'est que le monde, ils écrivaient comme monkeys ou chimpanzees. Puis qu'est-ce qu'ils montraient? Black people. Right? Et ça a fait un énorme scandale. Exactement. Puis Ça, pourquoi? on va en toucher. Là. Je pense pas que la personne y pensait à ça. Puis on peut en toucher après, mais je pense que c'est juste que quand t'as pas de représentation, ce qui arrive, c'est des erreurs comme ça, parce que c'est des biais qui sont inconscients, qui arrivent dans le monde. Absolument. Donc, montrer des exemples concrets à des enfants, à du monde que peut-être qu'ils ont la piqûre, tu sais, en mathématiques, mais l'actuariat, la comptabilité, ils s'en foutent. Tu dis, non, mais tu sais quoi? T'as vu cette affaire-là? C'est comme ça que ça marche. Ah, OK. Maybe we could do that. Exactement. Puis des fois aussi, c'est quelqu'un qui n'est pas nécessairement bon en quelque chose comme en maths, juste lui montrer les potentiels de ça, fait que la personne s'intéresse davantage aux maths. C'est vrai. Fait que je me souviens, j'ai un ami junior qui était comptable, bien qui maintenant il devient CPA, toujours comptable bien sûr, fiscaliste. C'est lui qui m'a montré l'amour de la comptabilité en quelque sorte, toute la magie qu'on pouvait faire avec ça. Moi, je voulais pas ça, je voulais pas du tout toucher à ça dans l'entreprise. Tu sais, je le déléguais tout le temps et tout ça, mais maintenant, mes prévisions financières, quand je fais des demandes de financement, ben écoute, je les fais moi-même, puis j'y suis fier maintenant parce que Junior m'a montré à quel point que je pouvais faire de la magie avec, tu vois. Mais un peu avec ma petite sœur de 13 ans. Elle adore les réseaux sociaux, Instagram surtout. Puis je voulais l'intéresser davantage par rapport au codage, l'intelligence artificielle et tout ça. Puis j'ai dû lui dire, écoute, t'imagines les gens qui ont créé Instagram, que maintenant tu adores utiliser, imagine toi, tu es capable de créer quelque chose comme ça. Exactement. Puis c'est ça qui fait que maintenant elle est intéressée par le code, pour pouvoir coder quelque chose. Puis Isabelle, exactement, tu vois. Mais moi, je voudrais savoir, parce que tantôt, là, tu as parlé d'actions concrètes, puis dans les organismes, ils n'en parlent pas assez. Mais si vous connaissez une personne, elle travaille soit en usine ou fait du Uber, camionneur, puis ça, on sait que c'est des emplois que ça se peut que dans 10 ans, ça disparaisse. Puis la personne, elle veut savoir c'est quoi les 3 steps que je devrais faire pour sauver ma job ou faire partie du changement qui va arriver. C'est une grosse question, ça, frère. Ouais. Encore une fois, combien de jours on a? Et puis j'aimerais ça que si on prenait un exemple et que ce soit pas un jeune, parce qu'un jeune, tu sais, souvent, comme ils ont plus de temps, moins de responsabilités, mais si c'est quelqu'un de 40 ans, ce serait quoi le premier step? Je pense qu'il y a plusieurs volets à ta question. Donc, il y a la partie s'adapter au changement. Parce que une chose que l'intelligence artificielle fait déjà, il va continuer de faire, c'est de transformer tous les métiers. Right? Et il y a des gens qui vont devoir adapter leur façon de travailler. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent apprendre l'intelligence artificielle, parce que oui, on a besoin de codeurs et on a besoin de tout ce monde-là, mais c'est juste apprendre comment son métier va fonctionner de la nouvelle façon. Donc, un exemple, les médecins, par exemple. Puis on parle pas souvent médecins, on pense pas souvent médecins, mais tout le travail d'analyse que les médecins font, des fois, maintenant peut être remplacé par une intelligence artificielle. Ouais. Les avocats, comme beaucoup les gens qui travaillent en droit, passent beaucoup de temps à faire des recherches, des références légales qui maintenant peuvent être remplacées par l'intelligence artificielle. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que la valeur des gens devient de faire des recommandations. Donc, une fois que tu as toutes ces informations, toutes ces données, c'est quoi ton call, ton diagnostic? Puis ça, c'est ça qui devient la valeur des employés. Fait qu'au lieu de passer du temps à, je sais pas quoi, à analyser plein de données, tu vas comme affiner ton savoir pour être capable de prendre des décisions. Donc, il y a cette partie où les métiers vont se transformer, puis il va falloir s'adapter aux nouveaux métiers. Mais pour ceux qui veulent switcher, aller dans d'autres secteurs, comme en intelligence artificielle, je pense que le métier qu'on fait maintenant, qui est peut-être le plus accessible, pas le plus accessible, pour parler de qualité de métier, ça c'est un autre débat. Mais celui qui embauche beaucoup de gens maintenant, c'est ce qu'on appelle du labeling de données. Parce que l'intelligence artificielle, ça prend des données pour apprendre. Mais souvent, au début, il faut lui dire, c'est quoi ces données-là? Donc, une intelligence artificielle qui va, par exemple, distinguer le rouge du bleu. Au début, sur les photos, tu dois lui dire, ça c'est du rouge, ça c'est du bleu. Puis c'est là aussi que les biais commencent, j'imagine, que les biais s'intègrent déjà dans... Absolument, absolument, dans le labeling des data, parce que souvent, on a des zones d'ombre, il y a des choses auxquelles on ne pense pas. Un exemple qui était drôle qu'une chercheuse en intelligence artificielle nous expliquait, c'est que
parce qu'on parle de noirs, mais ça s'applique aussi aux femmes, par exemple. Et il y a très peu de femmes dans l'industrie de la technologie en général, puis de l'intelligence artificielle. Une compagnie où les product owners et managers ont développé un super produit de reconnaissance vocale, mais comme au niveau des tests, ils se sont rendus compte que ça ne reconnaissait que des voix d'hommes, right? Parce qu'ils étaient tous des hommes autour de la table, puis il n'y a jamais personne qui a pensé à intégrer une voix de femme dans le dataset. Ok, l'entrée, on pensait, tu vois. Donc, c'est ça, c'est des biais qui arrivent même au niveau des données, de la base. Donc, du labeling de données, ça, c'est ce que les gens font beaucoup maintenant parce qu'on en a besoin pour faire avancer la recherche. Il y a beaucoup de gens qui apprennent la programmation de base, programmation en Python, surtout, parce que ça te permet de développer des librairies, de développer du code. Donc, moi, je dirais que c'est les deux les plus facilement accessibles. Comme, je sais pas. Non, je suis d'accord. Puis je pense que, effectivement, peut-être pour commencer vers la fin, tu as parlé de Python ou Python. C'est un langage de programmation qui est ce qu'on appelle general purpose, donc à usage général. Donc, c'est un langage qui est relativement facile à apprendre par rapport si on compare à C++ ou à un autre. Puis, c'est quelqu'un qui veut peut-être changer de carrière. Première chose que je lui conseillerais, ce serait qu'il y a plein de cours en ligne gratuits. YouTube. Au lieu de peut-être passer 1 heure à, je sais pas, les enfants sont couchés, peut-être que tu as regardé une émission, peut-être tu passes 1 heure, tu travailles sur ça, puis c'est ton petit projet personnel. Moi, c'est comme ça que j'ai appris Python. Right? C'est un petit peu on the side, je faisais mes affaires, j'avais un peu de temps, je code, puis là, je me fais des petits projets. Mais je vais voir si je peux connecter mon compte de banque, est-ce que je peux repérer quelques transactions. C'est mon petit projet personnel pendant le temps des fêtes. Je fais ça. Puis là, j'apprends. Donc, des petits projets comme ça. Après, si quelqu'un veut aller vraiment full on, ben là, il y a des bootcamps qui permettent d'apprendre à programmer. C'est plus cher, c'est plus de... Ça vaut la peine tout de même. Mais ça vaut la peine si tu veux faire un changement. Absolument. Parce qu'en fait, l'une des choses aussi que j'ai remarqué, je gravite beaucoup autour du milieu francophone. Et l'intelligence artificielle, tout ce qui a rapport avec la technologie, c'est très anglophone. Même dans les milieux francophones, en fait, c'est très, très anglophone. Et quand tu veux que tu es francophone, tu ne parles pas vraiment anglais et c'est des notions importantes à comprendre. Tu vas dans un bootcamp qui est quasi donné en anglais, même si c'est donné en français, mais toutes les informations sur ce que tu vas écrire sont écrites en anglais. Comment apprendre? Est-ce qu'il existe des formations données en français? Est-ce qu'il y a des programmes en français par rapport à ça pour que les gens, surtout des jeunes qui sont pas encore, ils parlent pas encore anglais, je sais que ça prend du temps, mais comme ça pourrait peut-être les décourager, tu vois, apprendre quelque chose qui est totalement dans une langue autre. C'est une bonne question. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est difficile, puis je ne sais même pas si je pourrais te dire oui, personnellement, puis la raison pourquoi, puis j'espère que tu vas pouvoir m'éclairer là-dessus. Moi, ce que je sais, c'est que souvent dans les technologies de pointe, étant donné que la recherche est souvent faite en anglais, ben là, le temps que tu traduis la recherche, ben là, la recherche est peut-être déjà désuète, elle est peut-être déjà comme obsolète. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même un certain... L'anglais est important par rapport à ça. Parce que si tu veux être au fait du jour, si tu veux pouvoir comprendre, effectivement, ça va être important. Après ça, s'il y a des programmes en français, je sais que l'Université de Montréal a quelques programmes. Par contre, au niveau de son contenu, je ne pourrais pas dire. Donc, je laisserai Isabelle peut-être... Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Il y a des ressources en français, pas autant qu'il y en a en anglais. Mais pour des personnes qui veulent débuter, elles n'ont pas nécessairement besoin de ressources spécialisées dès le début. Right? Fait que les ressources qui sont disponibles et accessibles en français aident à commencer. Mais c'est clair que de façon générale, dans la recherche, même pas seulement la technologie de pointe, la langue de communication de la recherche, c'est l'anglais au niveau international. Donc, si on veut avancer, si on veut pousser, il va falloir développer ces skills aussi. Absolument. Le bon côté, c'est qu'il y a beaucoup de cours gratuits d'anglais partout. Puis aussi, tu sais, un des bons sites, puis c'est pas de la pub, là, c'est juste un outil pour tout le monde qui peut l'utiliser, c'est DeepL.com, je sais pas si vous connaissez. Non, je connais pas. C'est comme Reverso, genre un truc de Google Translate, mais genre poussé là à genre AI, t'écris des trucs comme j'ai testé l'affaire là, j'écrivais mon chum de gars et nanana. Puis genre ça traduit en anglais genre des trucs comme ça. Donc tu sais comme peut-être que tu vois quelqu'un qui a ça peut-être à cœur, qui dit écoute, moi j'ai appris à parler anglais avec de peine et misère, mais maintenant je suis dans l'intelligence artificielle. Pourquoi ma mission serait pas d'améliorer l'offre qu'on pourrait avoir? Peut-être que tu vas dans un cours, tu mets quelque chose dans ton oreille, puis ça traduit en français. Ouais, c'est ça, exactement, parce que je trouve que l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec, right? Mais je crois aussi qu'il y a moyen de faire en sorte, pas besoin d'attendre que tout soit traduit,
mais que ça se traduit presque automatiquement, non? Avec l'intelligence artificielle qu'on a, toutes les choses qu'on est capable de faire, mais en tout cas, mais il faudrait vraiment que quelqu'un s'y penche là-dessus à la place d'attendre que 3 ans après, on va traduire tout ce qui a été fait, mais qu'il y a quelque chose, un outil qui permet de faire la traduction aussi. Parce que je ne parle pas seulement du français, là, il y a aussi le créole, il y a aussi beaucoup d'autres langues. Puis c'est pas tout le monde qui ont accès à pouvoir parler anglais ou qui peuvent parler anglais, mais garder ça juste pour ceux qui parlent anglais ou dans un continent ou dans juste... Je trouve que c'est très privilégié aussi, certaines personnes. Mais en tout cas, on ne va pas aller là. Mais j'ai quand même un point par rapport à ça, Calando. C'est que je pense qu'il y a des ressources disponibles. Mais moi, personnellement, je pense que la meilleure façon de transmettre le savoir, c'est d'individu à individu. Comme il y a, quand un maître en quelque chose t'explique, c'est quand tu parlais de ton ami junior qui t'expliquait la comptabilité, ça se transmet mieux. Fait que je pense que les gens ont quand même intérêt aller chercher des mentors ou des personnes qui sont dans le domaine. Je suis sûre que si tu demandes à Ramsley, il est capable de t'expliquer l'intelligence artificielle en moins 5 ans. Je ne sais pas quelle langue tu parles, mais je sais que tu peux l'expliquer dans toutes les langues. Ouais. C'est que peut-être qu'il faudrait que les gens qui sont vraiment intéressés par ces choses-là aient une approche d'aller vers les gens, leur demander de partager leur savoir. J'en connais beaucoup à qui ça ferait plaisir de le faire. Moi, j'aimerais savoir c'est quoi qui t'a poussé à te lancer en affaires, parce que dernièrement, il y a eu il y a beaucoup de monde qui sont fâchés parce que TikTok a été évalué à presque 300 milliards de dollars. 300 milliards de dollars. La compagnie vient de sortir. Ça fait des milliards. Wow. La pandémie a beaucoup aidé. Hein? Effectivement. Puis beaucoup de gens, en tout cas, il y a une connaissance populaire qui dit que c'est vraiment à cause de la culture noire que c'est devenu gros comme ça, notamment à cause des danses, des chansons, puis c'est ça qui a fait grandir l'application, mais les Noirs en tant que tels n'ont pas pu en profiter. Puis je voudrais savoir, c'est quoi qui t'a fait te lancer en affaires, parce que je pense que c'est très important d'avoir du ownership dans l'intelligence artificielle. Ouais. La question, c'est une question que j'ai fait plusieurs incubateurs, accélérateurs avec ma compagnie. Puis c'est une des premières questions qu'on te pose, le why. Et puis il y a une super vidéo de Simon Sinek sur YouTube qui en parle. Et la question qu'on te pose souvent, c'est si tu avais tout l'or du monde, qu'est-ce que tu ferais? Donc, si tu n'as pas d'enjeu d'argent, si on te donne les 300 milliards de TikTok, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Fred allait ça couler douce, là. mais je pense que c'est ça la question qu'il faut se poser. Moi, ce que je ferais, si j'avais tout l'or du monde, c'est que je voudrais avoir de l'impact, quand même. Et c'est pour ça que je me suis lancée en entrepreneuriat, pour avoir de l'impact. Premièrement, puis parce que je pense que l'entrepreneuriat, c'est pas juste des affaires, c'est un mode de vie. C'est une façon de voir le monde qui fait que tu prends le ownership sur ta vie et tu résous des problèmes. Comme tu n'attends pas que les solutions viennent d'ailleurs, tu vois de quoi, puis tu prends la responsabilité de résoudre et de proposer une solution qui peut aider d'autres personnes. Puis moi, je pense qu'il y a de nombreuses raisons de se lancer en affaires, mais chacun doit se demander, parce que c'est pas évident d'être entrepreneur. Puis je pense que tout le monde ici pourrait confirmer. Toi, dans le domaine des startups, c'est beaucoup de sacrifices. Comme nous, pour notre startup, on a passé une première année et demie sans salaire pour la startup. Ouais. C'est comme des sacrifices que tu fais dans ta vie. Il y en a qui attendent 5-10 ans pour avoir un salaire. Pour avoir des salaires, des revenus. Il faut vraiment qu'il y ait une bonne raison. Puis moi, c'était pour avoir de l'impact. Puis, tu sais, c'est drôle parce que des fois, je pense à ça. Tu as parlé de, par exemple, TikTok, qui t'a évalué à des milliards de dollars, que, oui, effectivement, la culture noire fait partie de beaucoup du succès au niveau des trends. Puis on s'entend que Black culture is world culture. On peut se dire ça. Mais je pense que ça en vient aussi à pourquoi c'est important d'avoir des porte-étendards, d'avoir des porte-paroles dans différentes industries. Dans différents niveaux aussi d'innovation. Tu vois, comme moi, je suis un fan fini de technologie. C'est un truc, par exemple, blockchain et cryptocurrency. C'est un autre truc pour another time. Mais tu sais, par exemple, ça, c'est un truc que genre, we need more black people there. On a besoin de plus de personnes noires dans l'intelligence artificielle. Pourquoi? C'est parce que la recette magique de TikTok, c'est leur algorithme. C'est que quand tu regardes une vidéo, puis la prochaine vient,
ben, tu sais déjà que tu vas aimer la cliquer vidéo. sur la propre. Exactement. C'est pour ça que le monde sont passés de... Tu sais, au début, c'était Facebook, ils sont passés à Instagram, puis ils sont passés à TikTok. La seule différence, c'est Je que... vais devoir y aller bientôt, là, TikTok. Ben, tu sais, j'ai essayé, personnellement, je pense que... Je sais pas, j'ai pas I feel encore TikTok. old, je me sens vieux maintenant. Ouais, quand je exactement, regarde, c'est ça. Je suis comme, ah, ça, c'est un truc de jeune, tu vois. Mais tu sais, comme par exemple, mon frère, il est plus vieux que moi, puis il adore TikTok. Donc, pas, mais tu sais, c'est l'algorithme, en fait. Donc, c'est aussi la partie intelligence artificielle. Donc, au niveau de l'entrepreneuriat, je pense aussi qu'il y a un niveau de... Oui, avoir de l'impact, mais aussi changer la façon que les choses sont faites. C'est vraiment ce que je veux dire. Ça veut dire que, genre, si je dis je fais une nouvelle application, OK, ça marche, c'est correct. Mais si je change la façon que les personnes sont rémunérées ou la façon que le ownership de la danse que je fais dès le début est à moi, ben là, tu changes la game. Parce que si je fais une autre application, moi, je suis noir, je vais faire des milliards de dollars, mais les personnes, quand même, ils font rien. Mais si je change la façon que chacun qui interagit avec la plateforme, eux, peut-être se font rémunérer, ou changer le modèle d'affaires économique, là, c'est différent. Donc, quand tu es entrepreneur, oui, tu vas avoir de l'impact, mais c'est aussi un impact profond. Puis c'est ça qui fait en sorte que tu es prêt à prendre un plus bas salaire, que tu es prêt à dire, tu sais, je travaille 80 heures semaine. Parce que peut-être que tu vas avoir ça pendant 10 ans, puis pendant 10 ans, finalement, tu vas pas faire d'argent, là. Mais, you know, get rich or die trying, at the end of the day. C'est vraiment ça, tu sais. Puis pas juste pour toi, puis pour tout le monde. Un bon exemple de ça, justement, de la rémunération, c'est Tidal, qui est le compétiteur de Spotify, où là, les artistes sont un peu propriétaires de l'application, donc ils sont plus rémunérés. Ouais, exactement. C'est ça. Exactement. Tidal de Jay-Z. Ouais, Qui exactement. a le match vendu Excellent. à Twitter. Donc, Ramsey, pourquoi on n'a pas parti en TikTok? Pourquoi toi, tu n'as pas parti en TikTok? j'ai essayé de faire ça. T'as essayé? Oh, alors, dis-moi en plus, pour de vrai, je veux savoir. Ah, mais tu vois, c'est drôle parce que mais je suis pas quelqu'un de très... j'aime pas ça trop me montrer sur social media. Comme si vous m'allez sur Instagram, vous allez voir que genre, je peux genre Ouais, une t'es fois. jamais là. Tu Ouais, regardes c'est tout le ça. monde, il stocke tout le monde, mais il se Moi, je suis présente pas. là. Moi, c'est entertainment, donc je regarde. Donc, je suis plus quelqu'un qui est comme ça. Je suis un ghost, donc je vais l'avouer. Mais par contre, ce que j'aime vraiment, c'est de voir comment les choses évoluent. Right? Comme par exemple, si tu regardes par exemple Instagram, right? Instagram, au début, c'était juste des photos. Là, après, qu'est-ce qui est arrivé? Snapchat est arrivé avec des stories. Ils ont copié. Ils ont copié. La TikTok est arrivé avec des reels. Ils ont copié. Ils ont copié. Donc, tu vois vraiment comment les choses changent. Puis en tant que communauté, je pense que l'idée pour nous, c'est pas juste de comment évoluer à travers une plateforme. C'est est-ce que tu peux être un créateur de changement à l'extérieur de ces plateformes-là? Puis si le monde vient à toi, ben là, vraiment, c'est là que ça change la game. On n'est pas rendu là encore. Effectivement. Mais éventuellement, je crois que ça va venir. Mais c'est quand même intriguant parce que il faut voir peut-être c'est quoi les barrières que les entrepreneurs noirs ont justement dans ces domaines-là. Parce que je connais plusieurs personnes, entrepreneurs noirs, qui ont essayé de lancer des applications, toutes sortes d'applications. Puis ça n'a pas pogné, Ouais. autant que Facebook, autant qu'Instagram, autant que TikTok. Mais ce serait quoi, pour toi, qu'est-ce que tu vois comme barrière pour les entrepreneurs noirs qui sont dans la technologie? Great question. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Mais ça aussi, je reprends ce que tu as dit plus tard. On a combien de temps pour parler de ça? Mais je pense qu'il y a plusieurs points. Je pense qu'il y en a deux qui viennent en tête. Le premier, c'est peut-être les modes de financement. Right? Alors, on s'entend que, par exemple, les compagnies qu'on a nommées aujourd'hui, on a nommé TikTok, on a nommé Spotify, on a nommé Google, toutes des startups que venture back. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils avaient peut-être un site internet, peut-être comme 2-3 trucs, mais qu'est-ce qu'ils avaient par contre? Ils étaient soit à Silicon Valley, soit ils sont allés à Stanford où ils connaissaient quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu peux aller chercher 2-3 millions de dollars, tu n'as même pas de produit, T'as absolument rien, en tu n'as fait. pas de produit, puis tu dis, OK, mais moi j'ai 2-3 millions de dollars, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller engager les meilleures personnes pour construire un produit, les payer peut-être, je sais pas, 70 000 dollars, donner des stock options, puis ça va. Dans la communauté, ça n'existe pas. Ça commence. Ouais, exactement. En fait, je dirais, c'est clair que je crois qu'il n'y a pas une personne dans la communauté qui le fait directement. Peut-être qu'il y en a, mais ça existe de manière générale. C'est juste qu'on ne les connaît pas pour aller les chercher, en fait. Exactement. On ne connaît pas ces entreprises qui financent d'autres entreprises pour aller dire, écoute, voilà, c'est comme mon projet. Puis même moi, je ne le savais pas. Ou du moins, je le savais, mais je n'étais même pas intéressé à ça. J'étais comme, non, je vais le garder pour moi. C'est vrai. C'est ça aussi, pour pouvoir créer des entreprises monstres, comme on veut le faire pour pouvoir monter nos communautés, faire rayonner nos communautés. Je crois qu'on doit avoir cette connaissance du monde du financement. Oui, il y a Futurpreneur Canada, mais il y en a qui vont te supporter à coût de 2, 3, 4, 20 millions, en fait, juste parce qu'ils croient à ta vision. Mais la différence, par contre, que je dirais sur ça, c'est que aussi, même si on les connaissait,
parce que les venture back, il n'y a pas beaucoup de représentation dans ces organismes-là, exactement. ils vont peut-être pas comprendre. Je vous donne 2 exemples. Le premier, c'est une compagnie qui s'appelle Bevel. Bevel, c'est une compagnie de rasage, de grooming pour les cheveux de noir. Compagnie qui a été faite par un gars qui s'appelle Tristan. C'est pas Tristan Thompson, ça c'est un genre de basket, mais Tristan Walker. Tristan Walker. Puis lui a travaillé chez Andreessen Horowitz, qui est une des plus grands venture capital firms dans le monde, présentement. Puis, c'est peut-être juste défini pour les gens de venture capital. Ouais. Donc, c'est différent du financement qu'on te donne juste pour une entreprise quand tu démarres. C'est vraiment du capital risque. Puis souvent, ça arrive beaucoup plus tôt dans la vie d'une entreprise. Donc, tu arrives, tu es Google, tu es Amazon, tu dis que tu vas construire la plus grande place de marché au monde. Puis tu as besoin de 50 millions. C'est pas pour rien qu'on dit risque capital. Exactement. Parce que souvent, c'est une seule compagnie sur 10 qui réussit comme à faire des revenus dans le capital risque. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est risqué. Oui, exactement. Puis merci. Puis effectivement, donc ces compagnies de capital de risque, eux, ils investissent dans des startups que peut-être que rien va donner, mais ils vont donner peut-être au début 250 000, puis après 1 million, ou quoi que ce soit, à travers différents, ce qu'on appelle des fonds, des rounds de financement, donc des phases de financement. Donc, par exemple, le gars qui a fait Bevel, lui, était dans le système. Il connaissait ses affaires. Il est allé voir des venture capital, donc des compagnies de capital de risque. OK, mais Gillette est là. Pourquoi tu as besoin d'un nouveau rasoir? Ah, mais ça existe déjà. Mais c'est quoi le problème? C'est quoi ci, c'est quoi ça? Il y a cette compréhension-là qui est différente. Un autre exemple, Spanx, qui est une compagnie de collants pour femmes. La CEO est rendue milliardaire maintenant. Mais quand elle a commencé, elle cherchait de l'argent. Personne ne voulait lui donner de l'argent parce que des collants, il y en a déjà. Mais je peux en acheter au Sears à $5. Pourquoi elle a réussi à chercher des fonds? C'est qu'elle a donné le prototype, puis c'est la femme du gars qui l'a essayé, puis non, ça, tu dois investir là-dedans. Parce qu'il y a de l'avenir, absolument, ouais. Donc peut-être, oui, donc c'est ça. Donc tout ça pour dire que oui, même si elle a les connaissances, si elle n'a pas la représentation de l'autre côté, qui va être notre champion? Qui va comprendre l'enjeu qu'on vit, ouais, absolument, ouais. Absolument. Donc ça aussi. Donc définitivement, l'accès au financement, le réseau, là, ce sont des grosses barrières pour les entrepreneurs noirs en général. Il y a quelque chose aussi dans la culture, peut-être plus les noirs francophones que les noirs anglophones, la peur de l'échec. Et c'est pas juste les noirs, mais comme moi j'ai étudié justement l'entrepreneuriat, on a fait une mission à Silicon Valley. Fait qu'on on allait visiter les Facebook, les Google, les Apple, les Y Combinator, comme tout l'environnement, l'écosystème du capital risque à Toronto, à Montréal et à Silicon Valley. Puis une des grosses différences entre le Québec, par exemple, et Silicon Valley, c'est que à Silicon Valley, tout le monde se promène en disant qu'il a échoué 4 fois. Comme j'ai 4 entreprises, elles ont toutes planté. Fait que je suis prêt pour ma 5e, je sais quoi faire. Comme ici, souvent, et moi, encore plus, je parle des francophones, des noirs, puis peut-être encore plus, moi, des noirs africains. Nous autres, on nous frappait à l'école quand on était plus jeunes pour avoir des bonnes notes. Quand tu avais une mauvaise note, là, tu avais peur de rentrer chez vous. Mais c'est une apprentissage pas de la aussi, maltraitance, je précise, c'est pas de la maltraitance infantile. C'est juste une façon de faire différente. Puis ça nous motivait. Okay? Pour toi, moi, ça me démotivait, mais moi. Moi aussi. Ça m'aidait pas. Je précisais que c'est pas de la maltraitance. Mais ça fait que beaucoup de gens ont peur d'essayer. Parce que partir une start-up puis accepter que dans une fois sur 10, tu vas échouer, c'est quelque chose qui est compliqué. Puis je pense qu'on nous apprend pas assez dans nos cultures francophones à dealer avec l'échec. Exactement. En fait, tu peux le voir aussi même avec les enfants que on le dit, ne cours pas, ne fais pas ça, ne monte pas là-dessus. Parce qu'en fait, on enlève tout ce côté d'aventurier à l'enfant, puis que quand il devient adulte, il va éviter de monter sur la porte parce qu'il sait qu'il pourrait se faire mal, puis ça va pas bien aller, tu vois. Pourtant, un enfant, tu dois le laisser se frapper, là, en quelque sorte, tu vois. S'il monte sur la table, oui, il risque de tomber, mais Puis il y a aussi la cage dorée des emplois en technologie, là. Si tu travailles chez Facebook, chez LinkedIn et Google, là, tu es comme, est-ce que je vais quitter cet emploi-là qui me paye 300 000? Absolument. Mais Ramsey, un point que tu as touché que je pense qui est très important parce que tu parlais justement de capital risque et de richesse, parce que c'est la création de richesse, en tout cas la disponibilité de richesse, qui fait qu'on est capable d'investir dans le capital risque. Puis ça fait un lien avec le projet sur lequel tu travailles, qui est la transmission de richesse. Je pense que ça, c'est un gros enjeu
sur lequel la communauté doit focuser. Donc, Mhm. c'est créer des richesses, mais transmettre des richesses et surtout transmettre le savoir. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens, comme il y a une initiative que j'adore, le Black Wealth Club. Ouais, c'est comme d'avoir des groupes comme ça où juste même nos rapports aux gens avec l'argent, on explique, on éduque les gens. Je pense que c'est vraiment important qu'on continue d'avoir des initiatives comme ça. Puis juste un point sur la richesse aussi. Je pense que c'est important aussi parce que dans tous les points qu'on a parlé, les entrepreneurs dans toutes les compagnies qu'on a parlé, encore une fois, qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est que la plupart sont américaines, puis sont des employés qui ont étudié dans des écoles américaines. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que ces étudiants-là, là, s'ils veulent commencer leur start-up, là, on va voir mon oncle, check-moi un petit 25 000. Le love money, en fait. C'est love money. Nous, on n'a pas de love money. C'est Donc, tough. là, En fait, moi, vas-y. Quand on parle de love money, je me dis que moi, je l'ai eu après qu'il y a eu un minimum de réussite. Ben, c'est ça, C'est comme le love money ne vient pas parce que, C'est une super idée. dans mon cas, moi, on m'en donnait pas parce qu'on voulait me punir d'avoir choisi l'entrepreneuriat. Ouais. Mais disons que Fait toi, que, tu avais, je sais pas, j'assume peut-être, je sais pas, mais disons que tu avais un enfant, puis il y avait une bonne idée, puis tu avais l'argent. Peut-être que tu donnerais le love money. Donc, c'est pour ça que moi, je suis très optimiste avec la prochaine génération. C'est qu'il y a beaucoup de richesses qui se créent maintenant. Présentement, ouais. Donc, ce que ça veut dire, c'est que là, la génération qui va nous suivre à nous, on va pouvoir le supporter. Right? Je sais pas si vous avez vu récemment sur Twitter. Ouais, j'ai commencé à être vraiment deep dans Twitter. Mais en tout cas, c'était une dame, elle avait son enfant, puis elle était comme, je suis allée à l'école, parce qu'ils ont appelé l'école m'a appelé pour aller chercher mon fils, parce que, genre, ils ont dit, la police est là, la garde nationale est là. Puis à l'école? Ouais, à l'école. Ok. Genre, on est venu pour ton fils. Puis là, elle arrive à l'école, le kid est en train de pleurer. Puis c'est des Noirs, right? Black people in the States, right? Puis elle est comme, qu'est-ce que mon kid a fait? Je comprends pas, nanana. Puis là, après, le directeur de l'école est comme, écoute, genre, je sais pas si t'as remarqué, mais comme on avait des problèmes avec Internet comme depuis comme quelques mois, genre. En fait, on a réalisé que c'est ton kid qui a comme hacké, genre, comme le système informatique de comme toute la commission scolaire de la région. Oh, ok. Qui fait en sorte que comme des fois, ils se donnaient des pauses, des fois, ils faisaient des affaires comme ça, genre. Puis là, genre, pendant comme 2 semaines, on a essayé de trouver, on a appelé genre le FBI puis la garde nationale pour qu'on essaie de trouver c'est qui ce hacker-là qui vient chercher puis comme qui vient mess up tous nos trucs, puis finalement, c'est ton enfant, genre. Ouais. Right? Quel âge, OK? Le kid avait, je pense que, j'ai pas vu son âge, mais c'était environ comme peut-être 11 ans. Genre. 11 ans. On lui a offert un Magnifique, ça. emploi, là, j'espère. Mais tu vois, c'est ça. Mais la mère a réagi comment par rapport à ça? Parce que moi, mon fils fait ça, je pense que je vais pleurer de joie, là. Mais c'est ça, elle était abasourdie. Ça, mais elle c'est était clair, comme- je vais pleurer de joie carrément, tu vois. c'est Je ça. prendrais prison pour lui, tu vois. Mais c'est ça, exactement. Mais quand tu vois ça, moi, je serais comme moi, puis elle était comme, tu sais, elle était un peu abasourdie, mais en même temps, mais parce que là, elle était comme, OK, mais peut-être qu'on va chercher ton enfant avec des crimes ou whatever. Mais finalement, ils l'ont dit comme, non, c'est correct. Comme tu dois, genre, créer une application, faire un truc, puis après, t'es correct. Mais, tu sais, ça montre que quand tu trouves quelqu'un comme ça, Ouais. si on a quelqu'un comme ça à Montréal qui fait ça, je suis désolé, mais on l'amène sur le podcast ici. Ça, c'est clair. Genre, on fait un fonds de financement, puis on est comme, bro, Ça, c'est clair. we got you. On t'envoie c'est clair. MIT, on t'envoie Puis, ça. puis en Tout à fait, je fait. le dis maintenant, si tu Ouais. penses être quelqu'un comme ça, viens me voir personnellement. Tu comprends? So, Mais en fait, c'est déjà arrivé qu'il y a un hacker russe qui, que lui, dans le fond, il faisait des transferts d'argent des personnes aux États-Unis, puis finalement, quand il s'est fait arrêter, ils lui ont offert un emploi pour travailler au exact. FBI. Catch Me If You Can, je sais pas si vous avez vu ce Ben oui, film-là. ben oui, C'est exactement ça. Quelqu'un comme ça, tu le laisses pas passer comme ça, là, tu vois. Exact. Quelqu'un de talentueux. Mais tout ça pour dire que si ça arrivait ici, parce que là, on commence à créer de la richesse entre nous, ben, pensez-vous pas qu'on va le supporter, ce kid? Peut-être qu'on l'aura pas fait il y a 10 ans, mais maintenant, je suis très optimiste avec la prochaine génération. En fait, le truc, c'est que qui va supporter, oui, on crée de la richesse ou pas, c'est de avoir cette compréhension, en fait. Exact. C'est qu'est-ce qu'il est capable d'amener en tant que tel comme valeur, tu vois. Comme tantôt, je disais, prenez par exemple ma famille, tu sais, qui me donnait pas de love money parce qu'ils me punissaient, parce que pour eux, l'entrepreneuriat, c'est comme, pourquoi t'es pas médecin ou avocat ou quelque chose qui va te 100%. ramener de l'argent, tu vois. Mais ils ne voyaient, parce qu'ils me voyaient aller année après année, il n'y avait jamais d'argent qui rentrait. Puis j'étais chanceux, je vivais chez ma mère. Tu sais, puis ma mère me supportait de cette manière-là. Mais j'ai fini par comprendre que le love money que ma mère me donnait, c'est en acceptant que je restais dans le sous-sol, sans rien payer pendant des années, tu vois. J'ai fini par comprendre ça, mais ça a pris du temps parce que j'étais comme, tu me donnes pas de love money, mais t'es en train de faire plein de rénovations. Je suis comme, moi j'ai besoin de... Tu sais, mais il y a tout ça aussi. Il faut comprendre que l'importance qu'a cette personne qui fait ce projet en tant que tel. C'est parce que dans les générations autres,
les générations de ma mère, ils ont peut-être la difficulté à comprendre ça pour investir de leur argent, mais étant donné que tu es leur enfant, ils vont te supporter de la meilleure manière qu'ils peuvent parce que tu es leur enfant, mais pas parce que tu te lances en entrepreneuriat, tu vois. Ouais. Mais peut-être que notre génération, on comprend que oui, on est en train de créer cette richesse, il y a cette richesse qui est en train de se créer exactement. Fait que rencontrer un kid un plus jeune que nous qui fait quelque chose d'intéressant, puis on comprend tout de suite cette valeur-là aussi, on est capable de le comprendre, mais il y a beaucoup de monde qui ne comprend pas la valeur que peut apporter telle et telle personne, en fait. Puis je pense que c'est un très bon point que tu amènes parce que, tu sais, quelqu'un comme mes parents ou tes parents qui sont immigrés ici, je les comprends à 100%. Parce qu'eux ne comprennent peut-être pas ce que ça représente, puis l'opportunité. Puis peut-être que, je veux dire, moi, j'avais un kid qui me dit, écoute, j'ai une idée, je vais faire ci, je vais faire ça. Je vais pas lui donner le love money comme ça. Je vais dire, écoute, c'est quoi ton plan d'affaires? Un plan, absolument. C'est quoi ci, c'est quoi ça? Pas besoin d'avoir un plan d'affaires super exhaustif. Non, mais juste... c'est quoi ton idée? Comment tu veux aller go to market? C'est quoi ta truc de stratégie? Tu me dis comme, écoute, je veux de l'argent parce que je vais juste faire une application. OK, comment? Ah, yo, je sais pas, man, je vais apprendre, je vais aller sur Internet. Je suis comme, non, reviens me voir. Mais peut-être que nos parents ne savent pas quels sont les critères qui font en sorte qu'une idée est bonne ou non. Fait que tu vas le dire, reviens me voir, ou tu vas lui dire, voilà où tu peux aller pour faire ton plan d'affaires, puis après, reviens me voir. Moi, je suis comme, reviens me voir. Comment tu t'arranges? C'est chill, je vais te donner ce contact-là à gauche, ce contact-là à droite. Exactement, mais reviens me voir. Mais reviens me voir. Parce que là, exactement. ce que tu me présentes, ça n'avait pas de sens. Donc, je pense aussi qu'en même temps, ça serait quand même pas correct de demander à nos parents de donner du love money si eux ne savent pas comment juger des bons critères ou non. Ouais, absolument. C'est comment je veux dire? Je pense pas que ce serait une bonne idée. Donc, en même temps, quand nous, on va être en mesure de le faire, ben, il faut qu'on sache comment ça marche pour qu'on puisse dire à nos enfants, écoute, tu sais quoi? J'ai un ami qui travaille en capital de risque. Tu sais quoi? Je vais l'inviter à souper jeudi. On va parler. T'as un truc d'économie sociale? Ah, ben tu sais quoi? Je connais Isabelle qui a fait des trucs d'économie sociale. Elle est impliquée là-dedans depuis longtemps. Tu sais quoi? Je te donne un numéro, dis-là que genre, t'es mon feu, on parle. Ben oui, absolument. Je connais quelqu'un qui a créé une app qui s'appelle Moco. Il s'appelle Anthony Omenia. Ouais, je pense que c'est de la salle que en je plus. ça. Tu comprends? Ben c'est ça, elle va lui parler. C'est sûr que nos parents, ils n'ont pas ce réseau-là, ils n'ont pas cette connaissance-là. Donc, quand nous, on va la voir, c'est là que la richesse vraiment va se créer. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est important aussi, puis c'est pour ça qu'il ne faut jamais arrêter d'apprendre dans la vie. C'est que là, on en parle parce qu'on connaît l'entrepreneuriat, on connaît le capital risque, mais demain, ce sera peut-être d'autres choses que nous, on ne connaîtra pas. Absolument. Et je pense qu'un enfant est exposé à autant de choses que ses parents connaissent en général. Puis c'est quelque chose qu'il faut se dire, il ne faut jamais arrêter d'apprendre dans la vie. Comme les parents doivent s'éduquer sur l'entrepreneuriat, les parents doivent s'éduquer sur... Comme il faut s'éduquer sur c'est quoi les enjeux. Il faut que je m'inscrive sur TikTok, tu vois, il ne faut pas que je la laisse. Ouais, exactement. Juste faire 2-3 vidéos, d'abord t'es bon là. Ouais, exactement, ça c'est clair. Mais je voudrais savoir, là, vous, en tant qu'expert de AI, qu'est-ce que vous pensez des théories un peu complotistes que, par exemple, ça va nous brimer notre liberté ou les choses... Parce que, dans le fond, dans le documentaire Social Dilemma, ça disait des trucs comme Steve Jobs laissait pas son fils avoir un iPad ou... Est-ce que vous pensez que ça va brimer notre liberté? Est-ce que le Vaxicode, ça va devenir notre passeport? C'est quoi que vous en pensez? C'est déjà un passeport. Hein. Je vais te laisser commencer, Isabelle, si tu veux. Je pense que dans la technologie en général, et souvent on voit ce qu'on gagne, puis on ne prend pas le temps de réfléchir à ce qu'on perd. Okay? Puis la technologie facilite beaucoup de choses, mais il y a toujours une contrepartie. Ça, sans rentrer dans le complotisme ou quoi que ce soit, c'est de façon générale. Comme l'exemple le plus simple, moi, quand j'ai eu mon premier téléphone cellulaire, avant d'avoir mon téléphone cellulaire, je connaissais le numéro de tout le monde par cœur. Parce qu'il fallait les taper sur le téléphone fixe, fait que je les connaissais. Aujourd'hui, il y a 1 ou 2 numéros maximum que je connais sur les 500 numéros qu'il y a dans mon téléphone. Il y a juste mon numéro à moi que je connais. Genre, exact, juste ton numéro. Fait qu'on a gagné en facilité, mais j'ai perdu en mémoire. En tout cas, ma mémoire est utilisée maintenant sur autre chose. Donc, quel que soit ce que tu as comme ajout dans ta vie, il y a quelque chose que tu sacrifies. Et oui, en termes de données, moi, comme les outils, par exemple, qui font du tracking sur Internet, comme quand tu les utilises, parce que souvent, comme entrepreneur, tu les utilises pour cibler ta clientèle, ça te fait peur de voir la quantité d'informations qu'on est capable de collecter sur quelqu'un qui pourrait être utilisé de façon malveillante. Right? On est un peu plus conscient de ça maintenant, mais c'est clair que chaque fois que tu acceptes de la technologie, tu sacrifies quelque chose, puis on fait confiance que les gens seront bienveillants
Tu fais confiance que quand tu vas donner tes données de la santé à je sais pas quoi, quelle pharmaceutique, les gens seront bienveillants. Mais peut-être que tout le monde n'est pas bienveillant. Peut-être que eux, ils sont bienveillants, mais il y a quelqu'un qui va utiliser tes données. Au lieu de fabriquer un médicament, ce sera pour faire un médicament qui te cible pour te détruire. Donc, on n'a même pas besoin de rentrer dans des spécificités. C'est juste d'être conscient que chaque chose que tu utilises a une contrepartie. Mais en fait, je rebondis là-dessus. Est-ce que tu crois que... Parce que toutes les technologies dans le temps ont été réglementées par les gouvernements à un moment donné. Est-ce que tu crois que nos gouvernements actuels, ils sont assez outillés pour comprendre les enjeux de l'intelligence artificielle en bon et en mauvais, comme tu dis, pour être capable de les réglementer comme il faut pour pas qu'il y ait des débordements, parce que là, ils commencent déjà à avoir des débordements, puis les gouvernements, ils font pas grand-chose. Est-ce que vous croyez vraiment, est-ce qu'ils seront capables de faire quelque chose comme ça? Parce que là, même les GAFA, ils n'arrivent pas à les contrôler comme il faut, tu vois. Ben, c'est sûr que toute technologie va venir avant les réglementations. Ouais, ça c'est clair. Ça, c'est ça. La différence avec maintenant puis avant, c'est que tout va tellement vite que de se garder au jour est vraiment difficile. C'est pour ça que, juste revenir rapidement sur la prochaine génération, les jeunes, c'est vraiment important parce qu'eux, ils sont toujours au fait de qu'est-ce qui se passe. Right? Donc là, quand tu vas voir dans un parlement, c'est des personnes, la moyenne d'âge est peut-être genre 50 ans, 55 ans, ils vont pas savoir. Donc, c'est sûr que la réglementation est importante, c'est sûr qu'elle sera toujours latente. Elle va toujours être en retard. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment juste, c'est une balance. Genre, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Je ne sais pas, mais en même temps, je pense que si collectivement, tout le monde est plus au fait de qu'est-ce qui se passe, ils peuvent au moins déceler des problèmes. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, là, par exemple, puis juste pour revenir sur les conspirations complotistes ou whatever, toute technologie peut être utilisée pour le bien et le mal. Une technologie, c'est une technologie. C'est juste un outil. C'est un outil. Comme une fourchette. C'est comme une fourchette. C'est comme de l'eau. C'est comme du feu. Tu peux te réchauffer, tu peux brûler une maison. Tu peux brûler quelqu'un sur un bûcher. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, tout outil, toute technologie peut être utilisée pour le bien et le mal. Là, la question, c'est qui l'utilise, puis est-ce qu'on le sait? Tu comprends ce que je veux dire? Comme, moi, je ne suis pas un gros gars de conspiracy. Attends, check. Ça, c'est ma théorie sur la vie. Non, je comprends. Ma théorie sur la vie, c'est que quelqu'un qui croit à tous les trucs de complot, c'est n'importe quoi, mais quelqu'un qui croit à aucune conspiration, c'est n'importe quoi parce que ça existe. Right? Après ça, choisissez où vous vous mettez dans le spectrum, c'est votre affaire. Right? Mais à la fin de la journée, la technologie, c'est que quand tu sais comment ça marche, là, tu peux comprendre. Comme par exemple, il y a une série de podcasts puis d'articles sur Facebook qui est apparu récemment. Puis c'est quelqu'un qui avait accès, un whistleblower qui avait accès à des fichiers internes. Puis expliquait comment, genre, Facebook, ils ont changé leur algorithme pour faire en sorte que le monde restait plus longtemps parce que là, tout le monde partait sur Instagram. Puis là, ils commençaient à vraiment paniquer. Puis là, ils ont dit, OK, ben, on va accélérer l'engagement des compagnies, des personnes dans les posts. Puis qu'est-ce qui donne le plus d'engagement? C'est le truc qui divise. C'est les trucs qui sont les plus conspiratifs. Les polémiques, oui. Exactement. Donc là, quand tu sais ça, ben là, tu peux dire, OK, mais peut-être je ne vais pas utiliser Facebook. Mais moi, je l'ai enlevé, l'application. Tu comprends ce que je veux dire? C'est exactement ça. Puis en même temps, de l'autre côté de la médaille, quand quelqu'un est comme, je ne vais pas prendre le vaccin parce que genre, c'est pour n'importe quelle raison, mais si tu me dis, je vais prendre le vaccin parce qu'ils vont mettre une puce dans mon corps, mais je suis comme, oui, mais tu as un téléphone dans tes mains, là. Il n'y a pas besoin de puce. Pas besoin de puce. Ce serait un nano plus carrément, puis je pense pas que cette technologie est arrivée là. Mais ils ont même pas besoin. Le téléphone est là. Parce que ton téléphone, ils savent qui tu textes, ils savent qu'est-ce que tu fais, ils savent quel bouton tu cliques, ils savent quand tu le cliques, ils savent tout ce que tu fais. Tout. Mais là, tu viens de dire un commentaire, là. Là, tu as dit, c'est pour ça que j'ai pas Facebook. Mais là, 15 minutes plus tôt, tu disais, il faut que j'aille sur TikTok. Ben, en fait, elle est où la ligne? En fait, le truc là-dedans, la ligne, c'est la blague, tu vois. Je vais pas aller sur TikTok nécessairement, tu vois, mais je sais que moi, j'ai pas Facebook, mais mon entreprise, j'ai Facebook, mais j'ai pas l'application, tu vois. Et je l'utilise d'une autre manière parce que c'est très addictif, je l'ai remarqué chez moi. Genre, j'y vais, puis je perds mon temps à scroll, puis je regarde avec mon iPhone qui me dit, voilà combien de temps que j'ai été sur Facebook. Je suis comme, non, ça, je peux pas l'accepter, tu vois. Mais mon entreprise est sur Facebook. Tu sais, je peux pas vraiment me déconnecter, mais j'y vais seulement dans Safari. Je vais pas télécharger l'application. Même dans Safari, il commence à rajouter. J'ai vu des changements qui fait que je reste de plus en plus. Parce qu'on disait qu'il l'adapte à Safari, puis n'importe où tu vas sur Facebook, la façon que c'est fait, tu deviens addict, en fait. Mais les gens, peut-être, pour les gens, il y a beaucoup de personnes, pour eux, ils ont aucun problème avec ça. Mais moi, je trouve que j'ai un problème parce que je suis beaucoup moins productif. Je regarde, je passe 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures sur Facebook par semaine. Je suis comme, ça, c'est un autre emploi, là. Non, exactement. Puis c'est un bon point parce que, tu sais,
veux pas, Facebook puis TikTok sont techniquement, c'est des médias sociaux les deux, mais ils sont différents. C'est-à-dire que peut-être que tu sais que Facebook, Instagram sont néfastes pour les jeunes filles au niveau de leur apparence corporelle, puis ça donne des problèmes. Soi, ouais. Mais peut-être que TikTok ne l'est pas. La connaissance de ça peut te faire dire, OK, peut-être TikTok est mieux. Ça veut pas dire qu'il faut que c'est tout ou rien, genre. C'est vraiment dans les nuances que là, ça rentre. Donc, où est-ce que la balance, elle est dans la connaissance des choses aussi. Ouais. Ce qui est difficile, c'est de connaître quelque chose qui est nouveau. C'est vrai. Parce que je pense que comme maintenant on parle beaucoup de cybersécurité, mais il y a quelques années, on n'était pas aussi conscient de tous les enjeux. Je pense que n'importe quelle technologie, n'importe quoi qui vient d'arriver, il y a toujours des chances que ça vire de bord. Mais je pense qu'on doit s'imposer des disciplines personnelles. Tu parlais d'addiction. Je pense que quand on devient addict à quelque chose, quelle que soit la chose, c'est quand même un signe que peut-être il faut rééquilibrer les choses. Écoute, on parle d'addiction là. Fun fact, j'ai arrêté le café. J'ai commencé à boire le café depuis quoi? J'ai 6 ans peut-être, je dirais. Ça, les Haïtiens, mais on boit ça depuis... Exactement, je bois ça depuis... Petit paiement en bas. Genre, le pain en bas, là, en tout cas. Mais j'adorais ça, c'était mon truc. Le matin, je me réveillais, je prenais mon café, je me brossais même pas encore les dents, je faisais mon café, il y avait du pain avec du toast, avec du beurre d'arachide, puis c'était ça mon truc. Tous les matins, puis je me sentais bien là-dedans. Pendant très longtemps de ma vie, puis j'ai arrêté le café. Parce que je savais qu'à un moment donné, c'était trop pour moi. Tu sais, quand j'abuvais pas, j'avais mal à la tête. Je suis comme non, faut que j'arrête ça, tu vois. Mais Isabelle, je pense qu'on peut pas finir sans pouvoir en parler. En 2020, tu as été nommée femme noire du Canada, en fait, dans les top 100. Dans le top 100. Exactement. Black accomplished. Black Exactement, accompli. Exactement. Oui, mais tu veux nous en parler? Oui, puis. Félicitations d'ailleurs en passant. Oui, c'est trop nice. Mais je sais pas, c'est toujours particulier de se faire appeler ça parce que moi, je ne me vois pas comme une femme noire canadienne accomplie. Parce que je pense qu'il y a tellement de choses à faire encore. Puis c'est souvent ça le problème. On a tendance à voir ce qu'il y a à faire et pas ce qu'on a fait. Mais c'est une initiative qui est super intéressante, justement, c'est à travers tout le Canada. C'est de faire rayonner des accomplissements, des modèles de femmes noires. Mais il y en a aussi pour les Noirs en général, pour les hommes, pour toutes sortes de personnes, parce que ça permet d'inspirer les gens, de savoir ce qui est possible. Non, et je pense qu'on a des fois... On est handicapé par le fait qu'il y a des choses qu'on s'interdit, automatiquement on se censure parce qu'on ne sait pas que c'est possible. Ouais, exactement. On ne sait pas que c'est accessible pour nous. Puis c'est important d'avoir des gens qui nous montrent, des gens comme toi, Calando, des gens comme Ramsey. Merci. Mais des gens comme tout le monde ici, comme toi, Fred, qui parlent de ce qu'ils font pour montrer aux gens c'est possible de le faire. Moi, je suis impressionnée quand j'entends toutes les startups dans lesquelles tu as été impliqué comme product. C'est important d'en parler. Puis c'est les reconnaissances comme ça permet ça. Oui, absolument, absolument. La représentativité, en fait, c'est que nos jeunes, ils vont se dire, écoute, c'est possible. Je vais pouvoir le faire, je vais m'intéresser davantage à ça. Écoute, je vous remercie énormément, Ramsley et Isabelle. Je vous remercie énormément d'avoir été présents aujourd'hui pour nous parler de l'intelligence artificielle, capable de vulgariser la chose. Moi, je ne m'y connais pas à 100%, mais je sens que mes connaissances deviennent de plus en plus fortes. Fred, merci beaucoup d'avoir été mon co-host aujourd'hui encore. Puis, écoute, si les gens veulent vous suivre, savoir plus par rapport à vous, où est-ce qu'ils peuvent vous suivre, Ramsley? Ouais, je dirais sur LinkedIn, donc cherchez mon nom, Ramsley Bryce. Aussi, je suis sur Twitter, Rams Bryce. Donc, et TikTok? J'ai essayé. Pas encore. Mais je vous dirais que c'est peut-être les deux places que vous pouvez vraiment me trouver. Là. Donc, si vous voulez connecter, n'hésitez pas. Puis ça me ferait plaisir. Écoutez, on est tous des humains normaux. Puis, Excellent, super. J'adore. Isabelle. Moi, beaucoup sur LinkedIn, mais par email aussi, je pourrais laisser mon adresse email. Oui, absolument. À toi, si quelqu'un veut m'écrire, ça me fait toujours plaisir. Si je peux aider, ça me fait toujours plaisir d'aider. Et s'il y a quelque chose, une chose que je voudrais dire avant de finir, c'est de demander aux gens de s'informer puis de s'éduquer. On a beaucoup de ressources à Montréal pour tous les âges, comme dès 5 ans à l'infini, en technologie, beaucoup de podcasts, beaucoup de livres, juste comme informez-vous parce que le monde est en train de changer et quand il y a des changements dans le monde, ça crée des possibilités, des sources d'inégalité. Et si on n'attrape pas le changement pendant qu'il se fait,
on est en train de juste accepter que les inégalités continuent de se creuser. Donc, j'invite tout le monde à s'informer le plus possible. Absolument. Définitivement. Si je peux rajouter un point en plus, il y a tout un organisme qui s'appelle Montreal AI qui parle de comment le Québec veut vraiment investir beaucoup dans les entrepreneurs parce qu'ils veulent que les entreprises québécoises sont compétitives par rapport aux entreprises du monde. Donc, il faut prendre la chance de prendre ces opportunités-là puis aller chercher le financement. Absolument, absolument. Ben, écoute, merci encore, vraiment. Puis j'apprécie beaucoup. Puis à très bientôt, quoi. Ça fait plaisir. Merci. Allez, ciao, ciao. Merci à nos précieux invités ainsi qu'à nos commanditaires et partenaires. InnovaPub, Wealth Simple, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, Entreprendre ici, Benoît et Côté, Futurpreneur Canada, Evolve et Let's Get Into It. Vous nous permettez de rendre le Black In Podcast possible. Merci encore. Pour nous suivre, allez sur Instagram, Facebook ou LinkedIn, Black In Podcast. On se revoit au prochain épisode.